Confession, acte de repentance ou une simple mise à nu de la pensée dans les confessions d'un inadapté à l'amour des femmes. La souffrance est-elle une condition nécessaire à l'amour véritable? Surtout lorsqu'on tombe sur les gens malsains par principe, des monstres par nature, des démons par essence. Certaines personnes sont véritablement incapables d'aimer. Ces livres offrent l'opportunité aux femmes qui liront de faire attention, de savoir qu'effectivement là je m'engage, là je ne m'engage pas. Guillaume Mandiolo, invité des ITW. Ça va faire plus ou moins 5 ans, me semble-t-il, que j'ai décidé d'écrire un roman par an et un texte sur la philosophie politique, un essai sur la philosophie politique. Et cette année-ci, j'ai commencé par ce livre qui est un roman, Les Confessions d'une inadaptée à l'amour des femmes. C'est un roman qui parle d'amour. Et comme tout le monde le sait, l'écriture, dans chaque écriture, on y injecte l'idiosyncrasie. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la personnalité, l'individu, injecte souvent des éléments dans ce qu'il écrit et ce qu'il dit. C'est capital. Mais en même temps, on construit un narratif en rapport avec l'exploitation d'un domaine précis. Et cette exploitation requiert d'avoir des connaissances, de comprendre la psychologie, notamment en ce qui concerne l'amour ici. Qu'est-ce donc l'amour? Avoir étudié ces sujets-là pendant plusieurs années, partant du banquet, notamment de Platon, avec la question qui est posée, c'est quoi l'amour? Et toutes les conséquences qui suivent. Et voir aussi les autres auteurs qui ont parlé de ça, pour évaluer exactement si la psychanalyse, la psychologie sur laquelle nous travaillons est la bonne ou pas. Ce que nous vivons, c'est bien ou c'est pas bien. Toutes ces choses forment ce qu'on appelle la quête ou la psychanalyse d'un sujet. Ici, en l'espèce, il s'agit de l'amour dans les confessions d'une inadaptée à l'amour des femmes. Avec l'âge, avec l'expérience, j'ai constaté qu'effectivement, il y a une sorte de déséquilibre entre les hommes et les femmes. Les femmes s'engagent pleinement. Les hommes s'engagent toujours de manière un peu partielle. Il y a une sorte d'en attendant chez les hommes, alors qu'il y a un engagement plein chez les femmes la plupart du temps. Certes, il y a des exceptions, mais globalement, quand une femme s'engage, elle s'engage pleinement. Et c'est capital de pouvoir retenir cet élément-là. Et en évaluant les vécus des uns des autres autour de moi, mon propre vécu dans une certaine mesure, je découvre qu'il y a énormément de fausseté dans le comportement de la femme, plutôt dans celui de l'homme, désolé. En sorte que l'homme rentre dans une relation en connaissant déjà la date de péremption. Il sait par avance à quel moment il va devoir s'arrêter. Et la femme n'est pas consciente de ces choses-là. Parce que chez elle, ça arrive de manière presque brutale, en disant « stop, c'est fini, terminé, je m'en vais ». Alors que chez l'homme, il peut, parce qu'il a l'option, la capacité de pouvoir gérer plusieurs relations en même temps, gérer cette relation-là en attendant. C'est provisoirement en attendant, au sens de Mudimbe, et la vie quotidienne de la plupart d'hommes. D'où il était nécessaire que je fasse passer cet homme à confession pour qu'il explique aux femmes comment se comporte ce type d'homme-là, malheureusement, qui est majoritaire. Il s'agit d'une histoire ici, d'une correspondance qu'il adresse à une femme. Il considère que c'est la femme qui a la plus souffert dans les relations, dans les multiples relations qu'il a accomplies à travers sa vie, tout au long de sa vie.
et que celle-là est la plus malheureuse de toutes. Et par conséquent, arrivé à la dernière rencontre où finalement il a besoin de rester avec cette dernière femme, elle lui explique qu'il est nécessaire que tu puisses régler tous tes problèmes, notamment d'avouer tout ce que tu as fait comme travers et de toutes les femmes que tu as fait souffrir pendant autant d'années. Donc, dans cette correspondance qu'il adresse à cette première femme qu'il a souffert, qui s'appelle Milady, non seulement il explique ce qu'il est, toute cette noirceur d'âme qu'il possède, toute cette férocité, toute cette tricherie par laquelle il procède. Non seulement il lui explique tout ça, mais en même temps, il profite pour lui dire tout ce qu'il a pu faire, tous ses fantasmes, ses amusements et tout ça. Il cite par les menus l'essentiel de son comportement complètement désobligeant vis-à-vis des femmes, mais en même temps, puisque c'est un type, c'est une sorte de gentleman, un beau gosse, qui a les moyens, qui vient d'une grande famille, qui possède l'essentiel de ce qui est recherché par les femmes, c'est-à-dire que cette douceur, cette attention particulière, ce sont les choses qui sont propres à une certaine race d'hommes, à une certaine noblesse. Mais derrière cette noblesse, il y a une malfaisance très puissante. Et c'est très souvent comme ça, et les femmes sont emballées dans ce genre des relations auprès de ces genres d'hommes, mais in fine, elles se trouvent complètement déçues, et il y en a qui vont même jusqu'au suicide. Donc ici, ces textes essaient de pouvoir, en présentant tous ces tableaux, ces spectres des possibilités, à la fois sales, horribles, et des moments de joie, des fantasmes et tout ça, ces livres présentent les outils qui permettent à n'importe quelle jeune fille, à n'importe quelle femme, d'avoir des clés pour percer l'homme dans ce qu'il a d'infect. Non, ici, de toute façon, lorsque on a fait mal, si on a une petite conscience, on revit ça au quotidien. Si on a un peu de morale, pas au sens religieux, la morale purement basique de la vie humaine, chaque fois on revient sur c'est pas pour dire c'est pas bon ce que j'ai fait. Maintenant, ce qu'il fait ici, c'est il fait la confession. C'est une sorte d'avertissement pour les autres femmes. Attention, ne plongez pas à tête baissée dans ce type de relations, parce que les conséquences sont catastrophiques. Lorsque la flamme de l'amour, la passion vous emporte, posez-vous la question. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Et si ça s'éteint, quelle est la porte de sortie? C'est toutes ces questions-là qu'il faut absolument qu'on se pose. Donc ici, j'essaie d'éviter de faire fonctionner l'oublioir, comme dit Aimé Césaire. Ne jamais oublier. La relation est souvent basée, au départ, si ce n'est pas l'amour profond, sur l'intérêt. Il s'avère que cet intérêt peut s'amenuiser au fur et à mesure qu'on évolue. En ce sens que la beauté qu'on voyait dans la femme, la prestance, le raffinement, tout ça, avec le temps, avec l'âge, ça s'étiole. Avec l'arrivée des enfants, les corps changent de forme et tout ça, et finalement, ce n'est plus le même attrait qu'on a. Donc l'investissement qu'on a fait dans la beauté de cette femme, de cette autre qui est la femme, s'amenuise au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive presque à la faillite d'investissement. Donc, ce sont les éléments que je donne aux femmes, ce sont des clés d'accès à ce que c'est l'amour. Pas au sens de Platon, de cet être qui est divisé en deux, qui se rencontre par la suite, de cet être qui est formé d'une seule âme, ça c'est rare, mais ça arrive dans la vie. Mais c'est au sens des relations quotidiennes qu'on a. On croise les gens, on se met avec eux, et puis on s'élance, et finalement on découvre qu'on a fait l'erreur. Je pense que l'essentiel des femmes, j'ai bien l'essentiel, sont victimes sans le savoir. Surtout lorsqu'on tombe sur des gens malsains par principe, des monstres par nature, des démons par essence. Donc, une personne qui s'est lancée dans une relation, qui finalement se retrouve embarquée
avec une affaire d'un démon. Et par conséquent, ces livres offrent l'opportunité aux femmes qui liront de faire attention, de savoir qu'effectivement, là je m'engage, là je ne m'engage pas. Là je m'engage, là je ne m'engage pas. Ça, je découvre qu'effectivement, il y a un élément qui prédispose qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est capital. C'est-à-dire que l'amour est les socles de la vie humaine depuis la socialisation. L'amour est au centre de tout. L'amour est au centre des royaumes, des empires, des républiques même, et tout ça. L'amour est présent partout. Et par conséquent, on a traité de ces sujets par quasiment tous les grands auteurs ont traité de ces sujets. Que ce soit les philosophes, ici j'ai parlé du banquet en ce qui concerne Platon, mais il y a un paquet de philosophes qui ont travaillé sur l'amour. Il y a un paquet de psychologues qui ont parlé sur l'amour, et un paquet de psychanalystes qui ont parlé sur l'amour. Donc, c'est un sujet majeur, et j'ai lu énormément d'auteurs. Ici, je vous cite simplement Platon, je peux vous citer Dostoïevski, que j'ai lu dans certains textes avec une beauté extraordinaire, Stefan Zweig, qui parle d'amour, notamment ces petits livres 24 heures dans une journée d'une femme ou Lettre à une inconnue. Ce sont des textes majeurs pour moi qui font qu'il y a des auteurs qui ont été en profondeur pour saisir cet instant particulier mystique. C'est cette mystique qui lie deux êtres et qui parfois en font un seul être. Cette mystique doit être exploitée avec raffinement, avec attention. J'ai tenté au fait de pouvoir reproduire ces éléments-là pour mettre à la portée de tous, pour dire, écoutez, l'amour certes, mais quel amour? L'amour avec un faussaire. Les hommes, en gros, ce sont des faussaires. On le sait. Savez-vous, et vous devez le savoir, que 90% de la drague, c'est des mensonges. Quand on drague, on ne dit pas la vérité. C'est au fil du temps qu'on commence à voir survenir la vérité. Mais Spinoza nous dit, ce qui a été confectionné par les mensonges ne peut être réparé. Bon, on dit, ah, Spinoza, toi tu exagères. Moi je suis heureuse comme ça, je suis heureux comme ça, c'est bon pour moi. Il dit, mais attention, ce qui a été formé sur la base des mensonges finira peut-être par se désintégrer parce qu'il y aura toujours des mensonges qui vont devoir poursuivre. Vous avez aimé un menteur, vous avez aimé un mensonge, vous avez aimé une fausseté, et rien ne vous garantit que les jours où vous allez découvrir la vérité, vous aurez toujours le même regard, la même sensation, la même passion. Il y a cette démarche de descendre dans l'âme humaine, la psychanalyse quasi dostoïevskienne. Dire les choses sans tenir compte de la morale. C'est là où on atteint la vérité absolue. Lorsqu'on commence à poser des freins en disant ça je peux dire, ça je ne peux pas dire, on se complique la tâche, on n'arrive pas. Donc il est recommandé dans ce type de situation d'aller faire la psychanalyse de l'âme humaine, la psychanalyse des cœurs et de l'amour. Alors, sur le plan stylistique, on y trouve de la philosophie, de la poésie, lorsqu'il écrit ses correspondances qu'il présente, qu'il envoie à son ami. Il y a du style et de la classe, mais ce style est plutôt de l'ordre du lyrisme et du romantisme. On a du Goethe dedans, on a du Schiller dedans, on a même quelque part du Kamana. J'ai découvert des très beaux textes de Kamana sur les relations des cœurs. Et il y a un peu de ça aussi dans l'approche. Et il y a cette recherche permanente du beau mot, parce que la musicalité est nécessaire pour l'oreille de la femme et de l'homme par ailleurs. Au début du livre, quand il commence, il est dit clairement qu'il écrit pas pour attendre les pardons. Il n'espère pas du tout les pardons. Il sait d'office que bon, la situation est compliquée pour lui. Lorsqu'il dit « Milady », je t'adresse cette lettre dans une nécessité de rédemption et d'hygiène personnelle, quelque chose qui a un lien avec l'anarchie qui règne en mon sein, qui requiert de se délester de tout ce qui est lourd
est insupportable pour un homme arrivé à un âge de la grande raison, quelque chose qui exige purification et contrition. Plus loin, il dit, je ne demande pas le pardon, je ne suis pas pardonnable, parce que il n'est pas possible de pardonner un homme comme moi. Il va à confesse. Lorsqu'on va à confesse, à l'époque où les gens y allaient encore à confesse, pour les catholiques, ils savent, il accepte la sentence qui est la sienne, celle d'errer ici et là, toute la vie pour souffrir, accepter cette souffrance-là. Il sait très bien qu'il ne peut pas attendre les pardons. Il y a les fautes pour lesquelles, il me semble, psychologiquement, philosophiquement, moralement, il est interdit de solliciter le pardon. Et lorsqu'on a fait souffrir une femme ou un homme, ça arrive aussi, l'enfant d'autrui, pendant autant de temps, ou l'instant que cette personne s'est offerte entièrement corps et âme, on ne peut pas attendre d'être pardonné. On doit subir la sentence ad vitam aeternam. Donc, ici, l'acteur principal dit « Je consens à la souffrance, j'accepte de souffrir, mais je dois m'expliquer. Mon explication ne demande pas à ce que je puisse finalement solliciter le pardon, c'est juste pour dire de quoi il s'agit. Ça s'arrête là. Je présente la situation, pourquoi suis-je comme ça? Qui suis-je exactement? Le vrai moi, c'est quoi? C'est qui? Mais je n'attends pas le pardon. J'ai la conscience du mal que j'ai causé. J'ai la conscience de la souffrance, des souffrances que tu as endurées. Et par conséquent, je présente juste ce que je suis, c'est-à-dire un mauvais type, un sale type, pour être un peu plus musical. Mais quelle aurait été l'autre forme narrative? Mon sacerdoce à moi, c'est l'écriture. J'écris pour produire des outils politiques, scientifiquement politiques, pour la gestion du pays. J'écris pour proposer l'accès à ce que l'âme humaine a d'infect, de malsain, de malpropre et de souffreteux. Alors, entre ces deux mondes, à la fois de la gestion d'une cité à travers les textes que je produis, et le monde de la vie sociale, de l'humanité blessée dans laquelle je produis, il n'y a juste qu'une seule expression pour moi, c'est la littérature. Donc, il y en a qui feront ça en musique, quoique j'ai dû travailler avec l'ami Karmapa pour écrire certains textes et tout ça, parce que je trouve que c'est un talent particulier pour moi. Moi, je trouve que c'est un talent particulier, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ma passion à moi et mon sacerdoce, c'est l'écriture. Il y en a qui font des millions, qui vendent du diamant, de l'or et tout ça, et du pétrole, j'en sais trop rien. Moi, je ne fais que de la littérature, et à la fois la philosophie politique et la littérature romancée, qui fait que j'espère vivement que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, comme les autres qui, 2000 ans plus tard, 2400 ans plus tard, pour parler de Platon et de toute sa bande, Épicure et tout le reste et tout ça, et les Imhotep encore pire, qui étaient largement avant, on en parle encore jusqu'à aujourd'hui, alors que bon, tous les milliardaires, tous les autres métiers, on ne le connaît plus. Donc, j'essaie de prendre cette voie-là, qui est la voie de l'expression par l'écriture. Les côtés narcissiques est un élément clé chez les hommes malsains. L'homme malsain, il est dominateur, il a une sorte d'escroquerie permanente et tout ça, et toutes ces choses-là sont enrobées dans une sorte de narcissisme permanent. C'est moi et c'est personne d'autre. C'est moi les plus beaux, c'est moi les plus forts, c'est moi si c'est là, tout ça, c'est moi qui suis au-dessus, c'est moi sexuellement les plus puissants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un narcissisme permanent. Quand vous avez quelqu'un qui concentre à lui tout seul toutes les qualités qu'offre la nature, c'est un homme malsain. C'est un élément clé des décodages. Personne ne peut avoir le monopole de la beauté, de la force, de l'intelligence,
de la subtilité, du raffinement, et toutes ces choses-là à lui tout seul. C'est un homme malsain. On a très peu. On est bon dans une chose, très bon dans une chose, excellent dans une chose, mais pas dans tout en même temps. Or, ces genres de personnages font penser, et très souvent la naïveté des femmes qui sont en face, croient qu'ils ont affaire à quelqu'un d'extraordinairement supérieur à toute autre personne, jusqu'au jour où les vernis s'écaillent et que l'individu est nu, alors on comprend qu'effectivement on s'est trompé. Mais souvent c'est trop tard. Non, il n'est pas victime, il sait parce qu'il est bien né, il a exprimé dans le livre, il est très bien né, il a été bien élevé dans les bonnes conditions, il a tout eu. Tout a été à sa disposition. C'est-à-dire que de la petite ouvreuse qui travaille chez son père et dont il estime qu'elle est à sa disposition pour sa consommation personnelle, de toutes les copines qui courent derrière lui, donc tout ça il sait. Maintenant, c'est la conscience de l'âge qui lui fait comprendre que c'est un malfaisant notoire. Il est face à son propre miroir, il est face à sa propre vie. Et c'est là qu'il est complètement par terre, il dit non, j'ai fait tout ça, c'est l'âge, c'est le poids de cette affaire-là qui le conduit à dire ça. Il y a deux éléments. Il y a à la fois la profondeur de son propre caractère, c'est-à-dire que c'est un être vil par essence. Mais en même temps, il y a l'environnement qui est propice à la propension de ce type de comportement. Lorsqu'on est choyé, chouchouté par sa famille, qu'on est dans les conditions les plus élevées, on pense que le monde doit se soumettre à soi. C'est ça. Donc il y a à la fois l'élément qui est lié à ses origines directes, mais il s'avère qu'il a une famille, il a des frères qui n'agissent pas comme ça. Donc c'est une disposition naturelle chez lui que d'être comme ça. Et puis de l'autre côté, il y a l'environnement qui lui donne toutes ces occasions qui sont à sa disposition. Le fait d'aduler quelqu'un en permanence accorde à cette personne de croire qu'elle est devenue demi-dieu. C'est ces gens de personnages, au fait, qui estiment qu'à un moment donné qu'ils sont des demi-dieux, et les jours où ça s'écroule, ils se rendent compte qu'effectivement, ils n'avaient pas été demi-dieux. Nous sommes dans une sorte de paradoxe très profond. C'est à la fois la quête de se libérer, et en même temps la quête de se punir. Donc, je veux me détruire, mais il n'a pas le courage de se détruire. Mais il a la conscience de ses fautes. Mais ce qui est intéressant là, ce n'est pas tant lui. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui vont devoir lire ça comprendront comment agissent ces genres de personnages. Comment sont-ils exactement? Parce qu'il y en a plein dans les maisons aujourd'hui. Argent, fortune, position, charges publiques, charges financières extraordinaires, position financière extraordinaire. Mais tous la plupart de ces gens-là sont malfaisants. Il se passe actuellement une histoire terrible en France avec un certain Duhamel qui a épousé l'ancienne femme de Kouchner et qui a élevé les enfants de Kouchner et qui a été incestueux pendant très longtemps avec cette fille. Mais c'est un homme puissant, c'est le conseiller des chefs d'État, c'est un homme qui est dans l'appareil de l'État, qui est un penseur puissant, écoutez. Mais de cette puissance-là, il a pu se permettre ce genre de débordements, ce genre, je dirais même, de crimes. Parce que la puissance offre des possibilités qu'elle n'offre pas la pauvreté. Or, les gens malsains, quand ils accèdent à la puissance, sont là pour maintenant diffuser leur poison plutôt que se contenir. C'est ça, en fait, que ce texte présente à la fois l'autodestruction, mais sans le courage, la contrition, parce qu'on reconnaît ses fautes et tout, et puis de l'autre côté, la présentation de ce qu'on est pour offrir ces panels d'éléments nocifs aux femmes qui lui ont pour dire « attention », ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Dans ces livres, on m'a dit ça. Au moins, j'ai été prévenu. Mon premier message est adressé aux femmes, aux lectrices. Aimez de manière raisonnable. Que la raison dans l'amour l'emporte sur la passion.
évaluer les éléments de manière quasi scientifique avant de sombrer. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais ne sombrez pas. Parce que si vous sombrez, vous aurez difficile à vous relever. Vous finirez votre temps dans les églises, dans la plupart des chez les Nganga et tout ça, pour aller chercher les réconforts et tout, dans la boisson, dans la drogue, dans toutes ces choses-là et tout ça, dans les sexes à tout le monde, avec tout le monde. Donc, attention, attention, il faut aimer de manière raisonnable. C'est-à-dire que à chaque pas que vous faites dans la vie, ceci vaut aussi pour les hommes. Vous savez, les hommes perdent des fortunes entières. Ils se lancent sur une passion du corps par rapport à l'architecture d'une femme, aux courbes parfaites d'une femme. Et finalement, c'était une arnaque. Il perd toute sa fortune. Mais ici, spécifiquement, c'est adressé aux femmes et aux pères. Nous qui avons des filles, nous devons faire attention en disant, tiens, vous m'avez amené un fiancé là, il est comment? Je vais voir un peu ce fiancé-là, parler un peu avec lui, voir un peu s'il y a. Donc, je regarde ces livres, qui est une sorte de missel qui explique, c'est une sorte d'avertissement permanent, les mots d'emploi, pour voir un peu comment ça fonctionne. Comment il est, ce type-là? Ah non, il dit ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais tout faire, toi. Dangereux. L'alarme, dangereux. Bon, ce sont ces choses-là, au fait, que j'essaie de pouvoir porter à la connaissance de tous pour permettre à ce que on fasse attention, que la raison emporte sur la passion. Mais depuis que je l'ai annoncé l'année passée, puisque je l'ai terminé l'année passée, je l'avais bloqué pour le sortir cette année-ci, les premiers lecteurs ont été complètement séduits et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que, bah, écoute, j'ai déjà vécu ça, bon, les lectrices notamment, j'ai déjà vécu ça, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, il y a toujours ces pourtant. Et ces pourtant tient de quoi? Tient de cette démarche provisoire. C'est en attendant. C'est-à-dire, on se lance, on voit qu'il y a une faille, on dit en attendant. On sent qu'il y a un parfum désobligeant, on dit en attendant, ça va s'améliorer. On sent que, bon, j'avais laissé un peu de sous là, bon, donc la femme qui travaille, qui vient, qui laisse un peu d'argent là et tout ça, et puis l'argent n'est pas là. Mais elle n'ose pas dire, mais mon chéri, nous sommes à deux dans la maison, l'argent n'est pas là. Elle n'ose pas dire. Elle dit, bon, je veux gâcher la relation, je ne dirai rien, donc en attendant. Jusqu'au jour où elle découvre effectivement, c'est pire que ça. C'est en attendant là. Et beaucoup de femmes ont dit, si je savais, si j'avais lu ça, si je savais, je ne me serais pas engagé. Ou si je savais, je me serais engagé autrement, raisonnablement. Chaque roman est quasiment isolé, traite d'un sujet. Il y a les romans qui est prévu pour cette année, puisqu'il y a un roman que j'ai retard toujours, de la petite Capi, qui est une fille issue d'une relation mixte et qui doit s'intégrer. C'est un peu complexe entre la Belgique et la RDC. Mais il y a un roman qui va venir de la chute d'un enfant bien né et de sa traversée de la ville de Kinshasa dans un contexte assez particulier, de la hauteur la plus élevée vers le sol, mais en gardant sa dignité, ses connaissances, son potentiel intellectuel et tout ça. Et ça viendra. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui traite tout le monde d'idiot parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais en même temps, il est à la rue. Bon, ça, c'est un roman qui est encore en construction, qui sera pour l'année prochaine. Mais cette année-ci, ce que je sais, qui sortira au deuxième semestre, c'est Puissance. Comme j'ai dit dès le départ, c'est que je sors 2 textes par an, depuis plus ou moins 5 ans, 4 ans, dirais-je. Un roman et un essai en philopolitique. Et l'essai en philopolitique de cette année-ci s'appelle Puissance, au deuxième semestre. Puissance va traiter de la nation, des éléments de la puissance. Comment est-ce qu'un peuple devient puissant? Comment est-ce qu'une cité devient puissante? Comment un pays devient puissant? Quels sont les outils de la puissance? Ce n'est pas la parlotte, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas l'animation, ce n'est pas se taper sur la poitrine. Il y a une conjugaison d'éléments qu'on doit mettre en place. Il y a des piliers qui forment la puissance. L'identité nationale, le savoir, la cité raisonnable. Et la puissance peut surgir. Et c'est ce que je propose pour le deuxième semestre. Mais pour l'instant, le texte est déjà terminé. Hein. Il est terminé, il est entre les mains de Jean-René Moibulot, qui est philosophe et qui est enseignant. C'est un jeune
un philosophe, enseignant très, très doué, extrêmement doué. Il a un avenir extraordinaire, ses professeurs. Et puis, bon, la préface sera toujours faite par Ngoma Binda, qui est le maître absolu dans son domaine, qui fera la préface par rapport à ça. Donc, puisque comme Kamana n'est plus là, donc je m'adresse maintenant à d'autres nouvelles relations qui sont notamment Ngoma Binda et Jean-René Mwabulu. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Lorsqu'on est dans la vérité, pour l'homme, lorsqu'on est dans la vérité, on trouve l'épanouissement. Mais lorsqu'on est dans les mensonges, dans les tripatouillages, dans la manipulation, lorsqu'on est soi-même destructeur, in fine, on se détruit. Donc, c'est aimer avec passion, mais de manière raisonnable. Construire sur la vérité. Même, on peut s'accorder sur des demi-vérités, mais pas de mensonges complets. La vérité, demi-vérité, la raison. C'est la construction. Mais il y a des gens qui ont la chance. Il y a des gens qui ont la chance qui font que ils sont dans l'unicité de l'amour du départ. C'est-à-dire que cette âme qui est venue sur Terre en bloc, qui a été séparée des part et d'autre, quand elle se retrouve, elle vit de manière collée jusqu'à la mort. Ça, c'est l'amour parfait. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Ce qui fait qu'on a une série d'amours, l'amour commercial, l'amour intéressé, l'amour ceci. Il y a tout un tas d'amour, tout ça, l'amour raisonnable. Mais si on enveloppe tout ça dans l'amour raisonnable, je pense qu'on peut s'en sortir déjà. Sur la vérité, en ce qui concerne l'homme, on peut accorder la demi-vérité, mais pas le mensonge. Vérité, demi-vérité, pas le mensonge. C'est-à-dire que comme on est humain, au lieu de dire pas de mensonge du tout, on dit non, demi-vérité. Et pour la femme, la vérité est exigible. Mais la raison est capitale. Aimer de manière raisonnable. Aimer de manière raisonnable. Certes, la passion peut être intéressante, mais encore faut-il aimer quelque chose qui est vrai. Si on a aimé de manière déraisonnable, on a aimé tout ce qui a été faux, quand on découvrira par la suite que tout ce qu'on a aimé était faux, tout s'écroule. 3, 4, 5, 10 enfants sous les bras avec un individu qui finalement n'était qu'un démon. Donc, puisque la raison était absente, on a privilégié la passion et peut-être les moyens financiers, on a omis la raison. Et par conséquent, la chute est terrible.